Bonjour à tous. Bon, vous êtes toujours aussi impressionnants. Comment faire le lien entre justement ce que vient de vous présenter Stéphane Garnier et puis notre pratique quotidienne? En fait, on fait ça au quotidien, les tests, nos tests de bilan d'orientation prothétique. L'idée d'aujourd'hui n'est absolument pas de vous faire un cours sur l'audiométrie tonale, mais plus de vous inviter à une réflexion sur nos pratiques, quels tests, pourquoi, comment les pratiquer, et on aboutira à un certain nombre de préconisations. Donc on partira du principe bien sûr que nos conditions matérielles et que le local est calibré, ça vous retrouvez toutes ces informations-là dans les précis d'audioprothèse tome 1. Et finalement notre seuil tonal liminaire, ça va être notre porte d'entrée à notre bilan d'orientation prothétique. Si vous ne pouvez faire qu'un seul test, c'est celui que vous allez réaliser. Et donc il doit absolument être de très grande qualité. Vous avez la possibilité de choisir de faire un seuil ascendant, un seuil descendant. On s'est plutôt arrêté sur la procédure de Carhart et Gerger qui date de 1959. Et ce qui m'a particulièrement plu dans l'article, c'est que, comme vous le voyez, on retrouve la phrase suivante: pour inciter les cliniciens à normaliser leur pratique, en adoptant les caractéristiques de base de la technique qui avait été décrite en 1944 par Huxon et Westlake. Normaliser les pratiques. Alors, normaliser les pratiques pour pouvoir comparer nos résultats, à la fois avec nos confrères, et les ORL bien sûr, mais surtout pouvoir comparer nos résultats d'un rendez-vous à l'autre avec le même patient. Si vous n'utilisez pas le même vocable, et ça va être valable pour l'ensemble de votre bilan d'orientation prothétique, eh bien vous n'aurez pas forcément les mêmes résultats avec le même patient. Donc, quelques rappels sur la technique d'encadrement. Les consignes doivent être claires, c'est valable pour l'ensemble des tests, bien sûr. On présente à 1000 Hz, vous connaissez ça par cœur. On va tester les fréquences intermédiaires, on utilise des sons pulsés, etc. Le positionnement du casque est important et je ne pouvais pas ne pas vous faire une petite diapositive sur le choix des transducteurs parce qu'on en parle depuis quelques années à tous les EPU. Vous avez la possibilité de faire une audiométrie au casque, vous avez la possibilité de la faire aux inserts. Je ne dis absolument pas que le casque ou les inserts, ou que ce que vous faites en tout cas dans vos laboratoires n'est pas de qualité, absolument pas. Mais par contre, on peut quand même remarquer quelques avantages dans l'utilisation des inserts. Notre temps est précieux et particulièrement pour l'assourdissement, on va se poser plus rapidement la question de l'assourdissement avec lorsqu'on réalise une audiométrie au casque. Lorsqu'on est en insert, eh bien, il faut savoir que l'atténuation va être beaucoup plus importante. Juste pour voir au niveau du graphique, 70 décibels à 2 kHz avec les inserts, à 55 au casque, vous êtes déjà obligé de vous poser la question de l'assourdissement. Concernant le positionnement du casque, comme je l'ai évoqué précédemment, il faut savoir que si vos écouteurs sont mal ajustés, eh bien vous pouvez induire une perte surajoutée de 5 à 20 décibels sur les fréquences aiguës. Enfin, suivant la méthodologie de pré-réglage que vous allez utiliser, eh bien, il sera probablement plus judicieux de choisir les inserts. Si on parle de la méthodologie DSL, elle prescrit des niveaux de sortie au tympan. Les inserts, vous pouvez avoir votre audiométrie en décibels HL, mais en ajoutant la mesure du RECD, eh bien, vous allez avoir le niveau SPL au tympan qui déclenche une sensation sonore et c'est cohérent avec l'utilisation de la mesure in vivo. J'irai même un peu plus loin, si vous pratiquez de la mesure in vivo, il faut utiliser des inserts.
Stéphane Garnier vous a parlé de 3 typologies de surdité. Très rapidement, une 4e typologie, la surdité de transmission, qui finalement est une translation de la dynamique. On peut utiliser le même protocole que le protocole décrit précédemment. Vous ferez un Weber et vous vous assourdirez, bien entendu. Alors, parlons maintenant un petit peu plus des tests supraliminaires. La prescription d'appareillage, quelle que soit la méthode d'approche prothétique, elle doit reposer sur la comparaison entre le champ auditif résiduel du patient et celui du bien-entendant. Donc, Stéphane Garnier vous l'a dit précédemment, on va aller tester les niveaux supraliminaires. Pourquoi? Alors j'ai emprunté une diapositive à Jean-Baptiste Delande qui avait fait une belle présentation en 2011 à l'EPU sur le bilan d'orientation prothétique supraliminaire, et je trouvais que l'image était particulièrement parlante. Nous, on veut éviter le crash. Une petite réflexion sur la reproductibilité de nos mesures. Donc la reproductibilité, elle correspond à la stabilité des résultats lorsqu'on répète une expérience dans des circonstances similaires et en faisant varier un des paramètres, comme le patient par exemple. Vous savez que toutes ces mesures sont opérateurs dépendants. Ces tests sont subjectifs. Notre objectif va être de limiter les biais liés à ce caractère subjectif, opérateur dépendant. Et donc toujours la même chose, les consignes devront être très claires, le message rassurant, et notre enjeu, eh bien, c'est simplement un enjeu de prise en charge de grande qualité. Concernant les seuils subjectifs d'inconfort, de quoi parle-t-on? Bon, on a le choix. Hein. Donc il y a une variabilité dans les consignes. Est-ce qu'on va chercher un inconfort notoire, un inconfort initial d'abord, un inconfort notoire ou un inconfort extrême? La procédure de passation va intervenir aussi dans la mesure de ce seuil subjectif d'inconfort. Est-ce qu'on cherche avec des sons purs, continus, pulsés, vobulés, en bande étroite, en bande large? Une mesure qui a été décrite en 1967 par Wallenfeld et reprise par Xavier Renard en 1979, eh bien, c'est le seuil subjectif d'inconfort. Je trouve cette terminologie particulièrement intéressante parce qu'on a bien l'aspect subjectif qui intervient. À aucun moment, les auteurs ne recherchent le seuil de douleur, ils cherchent le seuil d'inconfort et ils ne demandent pas la participation active du patient. Concernant la consigne, elle doit toujours être la même. Donc je vais vous faire entendre les mêmes sons que lors du test précédent, mais à un niveau beaucoup plus fort pour éviter que, pour vérifier que vous entendez bien. En aucune façon, votre perception sera douloureuse, elle sera simplement très forte. Cette consigne-là, si vous êtes plusieurs à travailler dans un même laboratoire, que vos patients ne vous sont pas forcément dédiés, et que votre confrère n'utilise pas le même vocable que vous, eh bien forcément, vous ne trouverez pas les mêmes résultats et ça impactera le traitement de la dynamique. Donc, je trouverais vraiment intéressant que vous puissiez avoir, au moins au sein d'une même équipe, la même consigne de passation. On ne réalise jamais un seuil subjectif d'inconfort si on a le moindre doute sur la compréhension de la consigne. Il faut que le patient, bien sûr, soit informé avant, son entourage aussi. Les limites du seuil subjectif d'inconfort, jamais de mesure de seuil subjectif d'inconfort en cas d'hyperacousie, d'acouphène, soyez extrêmement prudents. En ce qui concerne la méthodologie NAL, vous savez que Dillon utilise des seuils statistiques. Il ne dit pas qu'il ne faut pas mesurer les seuils subjectifs d'inconfort, il dit qu'il vaut mieux utiliser des UCL statistiques plutôt que des UCL mal mesurés, sous-entendu des UCL que vous aurez testés mais avec une procédure qui ne sera pas reproductible.
Il invite même à évaluer l'OSPL 90, bien que sa méthodologie utilise des seuils statistiques, de manière à s'assurer que le réglage est en adéquation avec les valeurs recueillies. Sachez que dans 20% des cas, l'OSPL 90 est hors des valeurs statistiques. S'agissant du seuil de confort, eh bien, ce seuil de confort, il nous permet d'avoir une allure globale de la courbe de croissance de Sony. Ça va être en lien aussi avec la méthodologie de réglage que vous aurez choisie. On va décrire ce seuil-là plutôt comme une plage d'intensité plutôt qu'une valeur fixe. Et la terminologie employée est liée au niveau mesuré. Est-ce que c'est un confort haut, un confort bas, une zone de confort ? Un petit hommage à notre président quand même. François Leher, en 1988, a proposé la terminologie suivante, le NLCC, donc qui est niveau limite de confort, niveau limite de champ auditif conversationnel, qui est utilisé dans la méthodologie CTM. Et en 1994, eh bien, Elberling a étudié la reproductibilité de ces différents seuils de confort et il a conclu que le MCLI, qui correspond donc à cette mesure du NLCC, est la mesure la plus reproductible quand on teste un niveau de confort. Donc si vous devez choisir de tester un seuil de confort, choisissez plutôt un seuil de confort haut. La consigne est bien toujours la même chose, ayez absolument la même consigne. Là, vous avez deux exemples de consignes différentes qui ne vont pas aller chercher le même seuil de confort. Et il faut toujours que tout soit très clair pour votre patient. Vous pouvez même utiliser des échelles visuelles. Excusez-moi, non, ça c'est bon. Alors, quelle est la vertu de ces seuils supraliminaires ? Il s'intéresse à la pathologie du patient. C'est une mesure d'observance. C'est pas tout à fait comme la mesure que vous allez réaliser au coupleur ou une mesure in vivo. Là, c'est beaucoup plus une mesure d'observance qui est en lien avec l'effet que cela produit sur le ressenti global du patient quant à sa prise en charge. Et vous connaissez les études de Kochkin qui, justement, nous indiquent que plus on va réaliser de tests, plus le patient sera satisfait. Alors, bien entendu, on ne fait pas des tests juste pour faire des tests. On cherche à en tirer des informations. Et particulièrement, ces seuils supraliminaires eh bien, vont nous aider dans le discours d'accompagnement au projet de réhabilitation audioprothétique qu'on va proposer à notre patient. L'explication qu'on va donner sur la perte auditive au patient, à l'entourage, les limites des résultats que l'on peut anticiper. Et puis, bien sûr, ces seuils sont indispensables pour le traitement de la dynamique. Thomas Roy va vous en parler juste après ça. Ces seuils, ces vertus, finalement, on ne pourra les atteindre que si on pratique ces tests avec un maximum de patients, de manière à acquérir un sens clinique. Savoir atterrir dans toutes les situations, c'est notre objectif. Donc soit par une méthode rigoureuse et reproductible, ou à défaut par des méthodes d'évaluation statistique, mais toujours en utilisant le même vocable, ça me paraît primordial. Je vous remercie de votre attention.